disponible qui se présentait en tout cas sur le marché, c'était le LNG. LNG qui proposait une réduction de la production de CO2, réduction de NOx, réduction du bruit, bref, toute une série de réductions. Mais à l'époque où on a commencé à analyser, il n'y avait pas de constructeur qui avait un moteur suffisamment puissant pour nous permettre de faire cet investissement. Et alors là, on a regardé par rapport à un modèle dual fuel qui était proposé par une petite structure et qui venait mettre un boîtier, donc qui permettait de convertir un tracteur diesel en un tracteur dual fuel diesel LNG. Pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. La seule chose, c'est que les constructeurs, dès qu'on touche à leur véhicule, vous perdez la garantie constructeur. Et donc, à partir de ce moment-là, ça commence à devenir extrêmement compliqué parce que si vous faites ça à grande échelle, donc 100 camions, 200 camions, vous allez mettre les 100 kits. Il y avait une assurance qui se proposait pour pouvoir garantir des problèmes, mais cette assurance, s'il y avait un problème avec un moteur, on aurait dit, ok, bon, ça va, je continue à couvrir. J'ai un deuxième problème avec le moteur. Là, l'assurance commençait à sortir et puis vous n'aviez plus la garantie constructeur. Mais je pense que c'est une excellente solution de pouvoir faire du dual fuel parce que ça permet à un camion de rouler soit avec du diesel LNG. Aujourd'hui, la majorité des solutions dual fuel qui sont proposées vous obligent à rouler avec les deux molécules. Vous ne pouvez pas rouler, ou bien vous roulez à une vitesse très réduite si vous n'avez que du diesel, et vous ne pouvez pas rouler si vous avez que du LNG, par exemple. Ce qui veut dire que vous avez des réservoirs qui sont réduits, donc un réservoir de diesel, un réservoir de LNG. Vous avez l'obligation, puisque vous roulez en diesel, d'avoir de l'AdBlue, et donc vous êtes obligé de rouler avec les deux. Si vous n'avez plus de LNG, votre camion est limité à une certaine vitesse pour pouvoir rejoindre la station de LNG la plus proche. Pour moi, ça, c'est un souci majeur dans le cadre d'une transition justement énergétique pour pouvoir switcher d'une source d'énergie comme le diesel vers une autre. Il faut d'abord avoir des constructeurs. Ici, Iveco par exemple, mais vous avez d'autres constructeurs qui font également, mais nous on a choisi la solution Iveco. Il faut avoir un constructeur qui y croit et qui investit massivement pour pouvoir développer cette technologie. Vous devez avoir un transporteur qui va acheter cette technologie. Et vous devez avoir également un réseau de stations qui vous permet, en tant que transporteur, de pouvoir faire le plein. Et là, on voit bien, quand on voit le LNG, c'est un projet, parce qu'il y a eu il y a eu le Blue Corridor, donc un grand projet européen, ce qu'on est en train d'essayer de reproduire également au niveau de l'hydrogène. Le Blue Corridor, qui était des montants de subsides européens extrêmement importants pour pouvoir justement développer tout ce système de stations. Et on se rend compte que beaucoup de subsides ont été alloués à des gens, mais peu de stations ont été construites parce que les gens attendaient d'avoir le marché qui se développe. Et donc, nous, ce que l'on dit, on est convaincus effectivement que le LNG est une énergie de transition. C'est mieux que le diesel, mais ça reste une énergie fossile. Maintenant, ça nous permet quand même, je trouve que c'est un bon laboratoire pour pouvoir comprendre un petit peu l'ensemble des problématiques que l'on est amené à rencontrer quand on essaye de switcher d'un système énergétique vers un autre. Quelles sont les contraintes auxquelles on est confronté ? Et aujourd'hui, par exemple, justement, et c'est pour ça que j'en parle un petit peu, mais l'évolution du prix de l'énergie va être une contrainte majeure. Quand vous regardez, avant, il y avait une certaine corrélation entre le prix du diesel et le prix du LNG. Et donc, cette corrélation permettait de faire des simulations et des prévisions financières en se disant, ok, si j'investis dans cette technologie, qui va présenter un certain nombre de problèmes, parce que comme toute nouvelle technologie, elle présente un certain nombre de problèmes. Déjà, rien que le prix du tracteur est beaucoup plus cher. Vous avez un peu plus de détours. Vous devez faire beaucoup plus attention à faire le plein. Parce que contrairement à du diesel, où là, vous pouvez vous arrêter quasiment tous les 10 km, vous avez une station. Avec le LNG, c'est pas le cas. Et puis l'autonomie est quand même toujours inférieure. Donc, l'autonomie d'un camion diesel, pouvait aller jusqu'à 3000 km. L'autonomie d'un camion LNG, c'est 1400. L'avantage, c'est que les vols sont plus difficiles. Mais c'est une technologie qui est complètement différente. Et c'est une technologie qui n'est pas véritablement connue non plus par les autorités. Quand je dis qu'il n'est pas connu, on a demandé pour une autorisation pour faire un permis construire une station à nous, à Herstal. On a demandé 2 autres permis pour Saint-Vite et pour Molinfin. Nous avons dû expliquer l'ensemble des problématiques liées au LNG, des risques liés au LNG. Nous avons dû l'expliquer aux différentes cellules de la région wallonne. Et c'est pas une critique vis-à-vis d'eux, c'est simplement qu'effectivement, ils devaient se faire leur propre expertise et donc nous avons dû les accompagner dans ce développement. Pourquoi ?
Parce que pour la majorité des gens, gaz égale LPG, LPG égale LNG. Or, ce sont deux gaz complètement différents et ils feront la même chose, ils diront LNG égale hydrogène. Or, entre le LNG et l'hydrogène, il y a un monde de différence. La première chose à démontrer, c'est simplement que le LPG est plus lourd que l'air et que le LNG est plus léger que l'air. La raison pour laquelle on a interdit les LPG dans des garages, qu'on les a interdits partout, c'est que, il faut une quantité de gaz minimum et maximum dans l'air pour qu'il devienne combustible. Le LNG, c'est entre 5 et 15%. Le LPG, vu qu'il est plus lourd que l'air, si vous avez une fuite et que vous avez une source d'ignition pour le LPG, eh bien, au fur et à mesure que cette fuite va amener du LPG dans l'endroit, vous allez être à 1%, 2%, 3%, et ça va continuer à se stocker. Et à un moment donné, ça deviendra à un niveau suffisant pour que ça devienne inflammable. Le LNG, vu qu'il est plus léger que l'air, vous n'avez pas ce phénomène de concentration, puisque ça s'envole directement si vous n'êtes pas dans un système fermé. C'est la raison pour laquelle aussi, si vous avez une fuite dans un silo de LNG, vous avez très peu de probabilité pour que ça n'explose. C'est un système qui est complètement différent du LPG, mais il a fallu quand même l'expliquer. L'hydrogène, lui, ça va être encore différent, parce que le LNG, on parle d'une molécule à moins 160 degrés. Le hydrogène, c'est moins 260. Le LNG, c'est du CH4, donc du carbone et de l'hydrogène. C'est très lourd par rapport à l'hydrogène, et c'est très gros par rapport à l'hydrogène. Donc ça veut dire que toutes les canalisations doivent être revues pour pouvoir transporter l'hydrogène, pour pouvoir le stocker, et ainsi de suite. Pour nous, cette expérience de LNG est une expérience qui permet d'en apprendre beaucoup sur l'ensemble des problématiques auxquelles on va être confronté pour pouvoir passer d'un système diesel à un système autre. Or, tout le monde veut passer à un système autre que le diesel, que ce soit pour une question d'indépendance énergétique, que ce soit pour une question de régulation des coûts. Mais pour pouvoir le changer, il faut quand même un petit peu comprendre aussi les différents mécanismes qui sont derrière. Vous devez vous lancer dans un investissement comme celui-ci. Là, on avait fait une commande de 500 camions LNG et on investit dans des stations. Il y a quand même un impact financier qui n'est pas neutre. Il faut bien se rendre compte que les impacts court terme et les décisions qu'on va prendre à court terme peuvent être catastrophiques par rapport aux impacts long terme et au développement, justement, transport plus vert, verdir tout le secteur dans lequel on se trouve. Je fais simplement un constat macroéconomique au niveau mondial, et c'est vrai que j'écoute beaucoup un certain monsieur Yann Covici qui fait des présentations au niveau de notre consommation d'énergie, et nos économies sont avides, dépendantes, accros, lui il parle de accros, aux énergies fossiles. Et malgré tout ce que l'on a fait lors des dernières années, dernières décennies, plus de 80% de notre consommation au niveau mondial est toujours basée sur les 3 énergies de base, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz. L'ensemble des développements qu'on a fait, que ce soit au niveau du nucléaire ou au niveau de l'énergie verte, c'est pelliculaire pour l'instant, parce que quand on regarde dans les 20% qui restent, 10% viennent de la biomasse. Donc on est toujours, malgré tous les efforts que l'on a mis dans le passé, on est toujours à un stade très 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 basique de la transition énergétique. Deuxième constat que l'on fait, c'est que l'évolution du PIB mondial est directement corrélée à l'évolution de nos besoins en énergie. Corrélation 100%. Et c'est très simple, pourquoi ? Parce que nous sommes dans une économie de transformation, consommation et transport. Et cette transformation a été rendue possible à l'échelle telle que l'on connaît aujourd'hui grâce aux machines, et ces machines sont alimentées par l'énergie. Les énergies fossiles produisent énormément de gaz à effet de serre, et les gaz à effet de serre sont malheureusement très stables. Tout ce qui est carboneux est très stable par défaut. Et la production de ces gaz à effet de serre doit diminuer rapidement si on veut limiter l'impact sur le climat. Donc ça, c'est normalement la stratégie long terme. Mais aujourd'hui, on est confronté à quelque chose de court terme. Une biomasse traditionnelle, vous entendez simplement se chauffer au bois, par exemple. Donc c'est tout ce qui est bois, résidus de bois, oui, c'est comme cela que c'est défini. C'est pour ça que ça reste très stable, parce qu'on n'en crée pas de nouvelles, et on peut aller peut-être en exploiter un petit peu plus. Mais a priori, la biomasse reste quand même assez stable dans le cadre de notre production. Parce qu'il y a pas mal de biomasse nouvelle. Je discutais par exemple avec un fabricant de pommes de terre, un transformateur de pommes de terre qui récupérait effectivement toutes les épluchures pour faire de la biomasse. Ça, c'est pas de la biomasse traditionnelle. Mais non. Et on voit effectivement qu'il y a une évolution, mais cette évolution reste encore assez anecdotique. Et on n'arrivera pas
avec la biomasse, même si on doit continuer, et nous faisons des investissements aussi au niveau biomasse, que ce soit au niveau, par exemple, les pellets, avant, les sciures, les plaquettes, qu'est-ce qu'on en faisait? On les utilisait pour pouvoir soit les mettre au niveau des chevaux, pour pouvoir leur box et ainsi de suite. Aujourd'hui, on essaye de les valoriser d'une manière un peu plus noble et de les transformer en énergie. Et c'est vrai que, par exemple, nous, au niveau du pôle bois, ils produisent actuellement 300 000 tonnes de pellets et un investissement pour pouvoir faire 140 000 tonnes en plus. Dans cette biomasse, vous allez pouvoir aussi récupérer à un moment donné du bois, pas le bois qui est lié au sciage traditionnel, mais du bois qui vient des palettes ou ainsi de suite, de les broyer et de les réutiliser aussi comme source d'énergie. Donc c'est d'essayer chaque fois d'utiliser le matériau dans la solution qui est la plus avantageuse pour le reste de l'économie. Mais ceci ne permettra de toute manière pas, inévitablement pas, de remplacer les fossiles. Ça c'est au niveau mondial. Donc la situation en Belgique est différente, la situation en Europe est encore différente de la situation belge, mais c'est au niveau mondial. Or, le climat se joue au niveau mondial et ne se joue pas uniquement au niveau local. Par contre, au niveau Belgique, effectivement, dans la consommation d'énergie, le transport représente grosso modo 30% de la consommation d'énergie. Nous devons, en tant qu'acteur principal dans ce secteur-là, nous positionner et essayer de trouver des solutions. Ça, c'est le constat macroéconomique. Le constat dans le secteur du transport, le transport, c'est un maillon important dans la chaîne de valeur ajoutée. Pour faire de la valeur ajoutée, on peut dire ce que l'on veut, mais d'abord, ça se trouve entre la production, la consommation, j'ai oublié l'extraction. Donc on extrait le minerai, on le transporte, on produit quelque chose et puis on le cote. Sans le transport, tout s'arrête. Le secteur du transport présente généralement des marges très faibles. Donc dans sa globalité, ce n'est pas un secteur qui génère une marge très élevée. Ce qui est assez surprenant parce qu'il y a pénurie dans le transport, mais pourtant, malgré cette pénurie, le secteur ne présente pas des marges intéressantes. Le secteur du transport n'est pas prisé. Et c'est un élément qui est essentiel. Ce n'est pas un secteur qui fait rêver. Il y a peu d'enfants qui, à l'âge de 12 ans, disent « moi plus tard je veux être chauffeur routier ». Or, c'est une activité essentielle. Les coûts de l'énergie dans le prix de revient du transport, c'est très important. Donc, en fonction du type de transport que vous pouvez avoir, on évolue entre 20 et 25% du prix de revient. C'est en dessous du coût de la main-d'œuvre, mais c'est quand même le deuxième poste de coût de notre industrie. Vous avez le dernier poste de coût qui est extrêmement important, qui est toute la partie achat, maintenance des véhicules. Quand vous avez ces trois postes de coût-là, vous avez quand même déjà une idée assez claire de ce qui se passe. Quand vous regardez sur des sites de l'ITLB, donc l'Institut de transport et logistique en Belgique, selon eux, l'évolution du coût entre 2020 et 2021 de l'énergie a eu un impact de 20%. C'est énorme. Mais donc, vous voyez que le prix du diesel est inévitablement un élément important dans notre réflexion, naturellement. Et donc, notre marché, le marché du transport, il est globalement conscient de la nécessité d'une transition énergétique. Quand vous entendez tout transporteur bien organisé, tout le monde essaye d'avancer pour pouvoir faire face à cette transition énergétique. Chacun avec ses propres moyens, naturellement, tout le monde ne peut pas faire la même chose, mais chacun essaye d'avancer et chacun essaye de trouver des solutions. Et les fournisseurs de sociétés de transport essayent aussi d'apporter des solutions. Malheureusement, le marché est très morcelé. Plus de la moitié des entreprises dans le secteur du transport ont moins de 3 camions. Pour eux, c'est extrêmement compliqué, naturellement, de pouvoir envisager cette transition énergétique. Quand vous regardez, je pense qu'on est à plus de 75% des sociétés qui ont de 1 à 3 camions. Alors, piste pour réduire notre facture énergétique en tant que transporteur, il y a deux possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on doit regarder le coût au kilomètre de cette énergie. La première chose, c'est naturellement la payer moins cher. La deuxième chose, c'est d'en acheter moins. Et quand on dit payer l'énergie moins chère, on a deux possibilités encore là-dedans. C'est de dire, soit je mets une pression sur mon fournisseur pour avoir la même énergie moins chère que chez un autre. Et la deuxième chose, c'est de me diriger vers une énergie alternative, en switchant de solution de carburant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, dans un délai court, c'est pas possible de changer du jour au lendemain. Je peux pas remplacer mon moteur diesel aujourd'hui en un moteur LNG demain. Je peux pas remplacer un moteur LNG en un moteur diesel et je ne peux pas remplacer un moteur diesel en un moteur électrique. Même en cas de dual fuel, comme je vous l'expliquais. Deuxième chose, en négociant le prix d'achat pour les fournisseurs. On connaît aujourd'hui la marge qu'un fournisseur, puisque la composition du prix officiel du diesel, elle est connue, elle est officielle.
C'est d'une partie le prix du diesel, vous avez la marge de distribution, vous avez là-bas les différentes accises prises par le gouvernement, et là-bas vous avez la TVA. En tant que transporteur, naturellement, vous avez deux impacts positifs par rapport à un particulier. C'est que, la TVA, vous la récupérez. Et deuxièmement, au niveau des accises, il y a un système de récupération d'accises pour les transporteurs. Le montant des accises récupérables a diminué au 31 décembre 2021. Et il y a eu l'action du gouvernement ces derniers jours pour pouvoir réduire de 14 cents, de 14 à 15 cents, le montant des accises ponctionnées sur le diesel. Ce montant des accises ponctionnées sur le diesel, qui a été diminué, vient en déduction du montant que le transporteur récupérait. Donc c'est-à-dire qu'avant on récupérait 22 cents, donc on payait le prix total et on demandait à l'État de nous rembourser, en tant que transporteur, de nous rembourser ces 22 cents. Aujourd'hui, on paye plus les 22 cents, on paye les 8 cents et on demande à l'État de nous payer les 8 cents, puisqu'il y a 14 cents qui ont été diminués des accises prises. Pourquoi l'État fait-il ce système-là ? Parce que le prix du carburant en Belgique est largement supérieur au prix du carburant partout autour dans les pays. Et donc, quand les transporteurs, pour garder une certaine compétitivité au niveau belge, eh bien l'État a bien accepté le principe qu'aujourd'hui, ils mettaient trop d'accises sur le carburant. Et c'est un jeu simple pour eux, c'est de dire, si demain, les 8 cents d'accises que les transporteurs récupèrent, ils l'annulent. Vous allez avoir deux impacts. Premier impact, les transporteurs qui sont 100% belgo-belges, les camions qui roulent 100% pour la Belgique, ils feront leur plein en Belgique parce qu'ils n'iront pas à l'extérieur pour aller faire leur plein. Et donc, ils devront le répercuter sur le client final. Et ceux qui roulent à l'international vont s'assurer, avant de revenir, puisqu'avec un camion diesel, vous pouvez faire 3000 km, vous avez largement la possibilité, sur ces 3000 km, un camion qui fait de l'international et qui fait 3000 km en Belgique, a priori, il ne fait pas que de l'international, il fait beaucoup du national. Alors à ce moment-là, le risque pour la Belgique est effectivement de perdre 37 centimes d'accise, plus les APETRA et plus la marge commerciale qui est réalisée quand même dans les stations belges. Le transporteur est un percepteur de taxes pour le compte de l'État. C'est ce que nous avons fait avec la taxe kilométrique. La taxe kilométrique est tombée sur le dos des transporteurs. On la reçoit, on la verse à l'État. En tant que gouvernement, c'est presque la meilleure décision qui peut être prise. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas tendance c'est pas facile d'aller expliquer des nouvelles taxes. Donc venir dire qu'on va taxer les transporteurs, tout le monde est d'accord. On abîme les routes, donc on va taxer les transporteurs. La personne, le commun des mortels, ne s'imagine pas qu'en taxant le transporteur, vu les marges qui sont faibles, in fine, ça doit être répercuté sur eux. C'est la même chose avec les banques. D'une certaine manière, les taux d'intérêt négatifs étaient une excellente opération pour les États parce qu'ils se finançaient beaucoup moins cher que ce qu'ils ne se finançaient en temps normal. Et au final, on dit, c'est pas un problème, c'est les banques, c'est qu'à cause d'eux qu'on est dans ce système-là. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans le marché. Donc voilà, mais ici, comme ça permet d'avoir une indication assez simple. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Qu'est-ce qui s'est passé début du mois de mars, donc après le début du conflit en Ukraine. Le prix officiel, il est défini de temps en temps, donc une fois par semaine maximum normalement. Donc on estime que généralement les évolutions sont assez soft pour que ce prix officiel, avec les 18 cents de marge, permette de faire face aux 5-6 jours qui suivent. Ici, entre le 1er mars et le 4 et 5 mars, vous avez une évolution tellement grande que, in fine, le prix de la molécule faisait qu'au final, donc le prix à la station était 2 euros, je pense 2,06 €, et le prix auquel ils auraient dû vendre en station pour pouvoir être rentable était 2,44 €. Donc, une différence plus importante que les 18 cents. Effectivement, et nous aussi, on allait chercher du vrac, du diesel vrac, et on nous disait, écoutez, on est face à un problème, soit on vend à perte, ce qui est illégal, soit on vend plus cher que le prix du marché, ce qui est illégal. Donc, on préfère ne pas vous fournir. Ce qui est complètement hallucinant, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, payer moins cher est une bonne solution d'un point de vue court terme, oui. D'un point de vue long terme, indéniablement non. Parce que toute transition énergétique prend du temps. Que les décisions que vous prenez aujourd'hui vont avoir un impact. Donc nous, on a pris la décision, c'était pour le LNG en 2018, 2019, ouais. Et on est en 2022, on n'a pas encore réceptionné tous les camions parce qu'il y a des pénuries de pièces, on n'a pas encore réceptionné tous les camions. Nos stations, on est en train de finaliser la construction de nos 3 stations. Pourquoi ? Parce que les permis prennent du temps, ça nécessite des investissements lourds. Je vous disais tout à l'heure que un camion diesel et un camion LNG, il y a une différence de prix. Sur une durée de vie de 4 ans,
il y a une différence de plus ou moins, enfin c'est du simple au double, le coût. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez le prix d'achat et l'historique vous donne une certaine information sur le prix de vente. Et donc vous pouvez anticiper en disant, je l'achète, admettons, à 100, je sais que je vais le revendre à 50, après 4 ans. Au niveau du camion LNG, on l'achetait plus cher, mais le prix de vente était inconnu. Et avec les évolutions du prix d'énergie aujourd'hui, le prix de vente est d'autant plus inconnu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une grande possibilité, nous, pour nos camions LNG, de les garder, in fine. Parce que chaque année qui va continuer, au final, nous coûtera moins cher que la perte sur le camion LNG. Et requiert une visibilité dans le temps. Une visibilité dans le temps, ça veut dire quoi? Une visibilité dans le temps, que ce soit au niveau du coût de l'énergie, mais également au niveau de la politique. Et aujourd'hui, tous les prix que je vais vous montrer par rapport aux comparaisons entre le diesel et les autres énergies, le diesel, on a des accises, les autres énergies, je compare avec les prix marché brut, sans accises, sans aucune taxe sur le côté. C'est ça qui nous permet, nous, de nous dire qu'en termes de retour d'expérience, avant, quand un investissement sur le LNG était considéré comme viable à long terme, nous, on est dedans. On regarde les options futures sur le LNG et on voit que le LNG diminue. Par contre, quelqu'un qui doit se lancer dans cet investissement-là, quand il va devoir faire son business case, il va devoir chaque fois analyser quelle est la solution la plus négative pour moi. Et la solution la plus négative, il va prendre le montant, enfin le cours du LNG, de l'électricité, le cours de l'hydrogène au plus élevé. Et il va devoir prendre encore une marge de sécurité. Avant, le plus élevé pour le LNG, il était à 20 € du mégawatt. Prenez une marge de sécurité à 30 € du mégawatt. Aujourd'hui, c'est 345 € du mégawatt, le cours le plus élevé. C'était pendant une journée, mais on est arrivé à 345 € du mégawatt. Et tout ça, pas parce qu'il y a une pénurie. Et là, je dis, payer moins cher, changer de carburant. Quels sont les carburants qui sont possibles aujourd'hui sur le marché? Premièrement, vous avez malheureusement le diesel qui reste l'énergie la moins chère. Le diesel, donc là je prends le prix TVA comprise, donc sans retirer des accises et ainsi de suite, pas le prix transporteur. Vous voyez que le diesel entre 2021 et 2022 a augmenté de 26%. Que le diesel XTL, c'est le biodiesel. Lui a augmenté de 60%. Malheureusement, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas de certificat pour pouvoir dire, écoutez, je roule avec quelque chose qui produit moins de CO2, donc je vais pouvoir vous donner quelque chose qui va vous permettre, d'une certaine manière, de récupérer une partie de la mise que vous avez mise ici. Non. C'est une question d'image, c'est une question de participation, de croyance, mais à un moment donné, la croyance, elle a cette mythe. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive souvent avec certains grands acteurs, par rapport au LNG, disent, OK, nous, on veut du LNG et on veut, parce qu'on sait que le LNG, c'est une transition, on y croit et donc on veut le faire. Mais c'est très compliqué pour des plus petits acteurs, naturellement, de supporter cela. Ici, le prix du LNG, j'ai pas de prix officiel. Donc, j'ai pris le prix station Shell, en Belgique. Donc 116% d'augmentation. Si je regarde maintenant le diesel hors TVA et hors accise, le diesel prix transporteur, c'est là où j'ai dit, on prend le prix du diesel hors TVA et je retire les accises à ce moment-là. Donc en 2021, je retirais plus ou moins 26 cents d'accises et au 21, je ne retire plus que 8 cents. Donc ça veut dire que pour le transporteur, le diesel, lui, au lieu d'augmenter de 26%, il a augmenté de 49,6%. Avant, vous aviez 60 cents d'accises et on en récupérait 26. Maintenant, on a 44 cents ou 45 cents et on en récupère 8. Donc ça veut dire que le prix officiel a diminué, mais nous, le bénéfice des 14 cents, d'une certaine manière, en tant que transporteur, on n'en bénéficie pas. Donc c'est pour ça que là, je parle des 49%. Ici, il y a encore la marge commerciale de distribution et naturellement, en tant que transporteur, vous avez la possibilité de négocier par rapport à cette marge commerciale de distribution. Donc, vu que votre référentiel est plus bas, donc imaginons que c'est 10 cents qu'on récupère, on évolue de 90 cents jusqu'à 1,40 €. Donc le pourcentage, lui, relatif est plus élevé. Le LNG, lui, a toujours évolué de 116%. Et toutes les formules de surcharge qui sont basées sur le marché, ITLB et autres formules, sont basées sur cette évolution-ci, l'évolution du diesel hors TVA. Donc il n'y a pas de corrélation. Pour le LNG, le prix du LNG, quand vous regardez à partir de 2016, il y avait une certaine stabilité. Là, c'est la crise du Covid où il est descendu très très fort. Et là, maintenant, oui, boum. C'est juste ça, mais ce qui est surtout dramatique, c'est la corrélation. C'est le fait qu'avant, il y avait une certaine corrélation dans les évolutions, maintenant, il n'y en a plus. Et donc, avant, vous pouviez vous dire, OK, ça va, j'ai investi là-dedans et je sais que, grosso modo, j'ai une différence de 20 à 25 cents
Et ça va me permettre de payer mon camion, ça va me permettre de payer le fait que je vais avoir quand même peut-être des maladies de jeunesse de cette technologie. Ça va me payer également la station, le fait de faire peut-être légèrement des détours. Et bien ici, avec ceci, ça va être très très compliqué pour de nouvelles personnes d'investir dans ce LNG. Et personne aujourd'hui ne peut dire « Ok, je vais prendre la perte pour moi ». Le LNG, il n'y a pas de tarif officiel, donc c'est pour ça qu'ici, c'est le prix du marché à Zeebrugge. L'électrique, on est passé à un prix moyen, on oscillait sur base annuelle à 40-50 euros. On est monté à plus de 300 euros. Aujourd'hui, si on regarde, on est à plus de 220 euros par mégawatt. Sachant qu'un litre de diesel, c'est 1 kW, plus ou moins. Et l'hydrogène, passer à l'hydrogène, parce que c'est la grande volonté, la grande idée actuellement de passer à l'hydrogène. Alors d'abord, quel type d'hydrogène? Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est 96% du gris ou du bleu. On prend du LNG, on le fait chauffer, et on produit du CO2 d'un côté et on produit du H2 de l'autre. Pour avoir une idée, si nous on fait le calcul, on produit plus ou moins 10 kg de CO2 pour produire 1 kg d'hydrogène sur base de ce process-là. Et on a besoin de plus ou moins, parce que quand vous regardez, on a besoin de plus ou moins 10 kg d'hydrogène pour pouvoir faire 100 km avec un camion. On est plus ou moins à 30 litres au 100, 33 litres au 100 pour un diesel. Et donc ça veut dire qu'un camion hydrogène avec l'hydrogène ancienne, production comme actuellement, on produit 100 kg de CO2 aujourd'hui. Enfin, on va produire 100 kg de CO2, alors qu'avec un diesel, on est à 90. Donc ça veut dire que on pense polluer moins. Alors le gros avantage naturellement, c'est qu'on pollue moins dans les villes, puisque le CO2 est produit à un endroit qui n'est pas obligatoirement dans la ville. Enfin, le CO2, c'est un petit peu comme le nuage de Tchernobyl, il s'arrête pas aux frontières. Donc, non, mais ici, celui qui est bleu, c'est vrai qu'on enfouit le CO2 dans la terre. Et donc, c'est pour ça que on le considère comme bleu, c'est un beau nom. Pour dire, alors, si c'est pas gris, pas bleu, parce que sinon on produit plus de CO2 qu'avec un système traditionnel, ça doit être jaune ou vert. Jaune, donc c'est énergie nucléaire, et vert, c'est sur base d'éolien. Jaune, c'est parce que c'est de dire, on ne produit pas de CO2, mais c'est pas l'énergie qui est celle que l'on souhaite. Pour dire vert, on est allé, donc avec Pierre, on est allé à une petite réunion en Namur pour la transition énergétique vers l'hydrogène. Et une personne qui faisait une présentation disait, on a besoin d'une éolienne pour alimenter en hydrogène 10 camions. Ça tombe bien. Comme je lui ai répondu, ça tombe bien, en Belgique on a 86 000 camions, il y avait le ministre qui était en face, et je lui ai dit, ça ne nécessite donc que 8600 éoliennes complémentaires pour pouvoir simplement faire le secteur du transport. Quand on regarde, donc 1 kg d'hydrogène c'est 3 litres de diesel, c'est 33 kW d'énergie. On a besoin de 5 kW électriques pour avoir 1 kW disponible à la roue. Et donc, quand on regarde sur base du prix de l'électricité aujourd'hui, là, j'avais fait avec 100 euros. Donc, j'avais déjà pris une certaine décote parce que je me dis 200 euros, ça ne peut pas rester à ce niveau-là. Mais à 100 euros du mégawatt, 33 kW pour 1 kg, donc 33 kW fois 100 euros du mégawatt divisé par 1000, puisque c'est des kilowatts, fois 5, ça fait 16,50 euros du kilo, uniquement pour le prix de l'électricité que l'on a mise dans l'hydrogène. Donc vous n'avez pas le coût de production. Or, on sait quand même que produire de l'hydrogène, c'est pas des petites unités, donc ça va être de très très grosses unités. Et vous n'avez pas le transport, sachant qu'en termes de transport, aujourd'hui, transporter l'hydrogène, on peut pas le faire avec les canalisations qu'on a, puisqu'elles sont trop perméables à l'hydrogène. Donc on ne peut transporter qu'une certaine quantité, donc voilà. Et vous avez également, puisque malheureusement, soit on doit conserver l'hydrogène à 700 bars pour avoir suffisamment d'hydrogène, puisque c'est très léger, qui est un process qui consomme, et le maintenir à 700 bars, ce qui est un process qui consomme, soit on doit le maintenir à une température de moins 260 degrés. Et on connaît déjà un petit peu le principe, nous, avec notre station qui est à moins 162, c'est-à-dire que malheureusement, la station a tendance à se réchauffer. Et donc, il faut en permanence trouver un système pour le refroidir. Et donc ça coûte aussi. Nous, avec le LNG, vu la consommation qu'on a, elle n'a pas tendance à se réchauffer. On a suffisamment, on consomme plus ou moins 20 tonnes par jour dans notre station à Extal, donc elle n'a clairement pas le temps de se réchauffer. Mais d'autres stations, elles, doivent refroidir. Pourquoi ? Tout simplement parce que il faut refroidir chaque fois l'ensemble des outils, les pompes, les dispensers, toutes les canalisations pour pouvoir amener le LNG à la bonne température dans le véhicule. Là, ce sera la même chose, mais en pire, puisque on passera on sera à une température encore plus basse.
avec une technologie qui est encore pire. C'est de dire donc 16,50 € sur base d'un prix à 100 €. Aujourd'hui, on est à plus de 200, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 33 € du kilo. Et si vous divisez par 3 pour avoir l'équivalent de litre de diesel, 5,50 € l'équivalent litre de diesel en termes de pouvoir, d'énergie. Donc, malheureusement, et c'est ça qui est la conclusion pour moi aujourd'hui, c'est de dire on arrête, d'une certaine manière, si je ne parle que de financièrement à une vue à court terme, on arrête tout le reste et on reste au diesel. Mais ce qui est la plus mauvaise des décisions que l'on pourrait avoir en termes de transition énergétique, d'indépendance énergétique au niveau de l'Europe, et on voit bien combien il est compliqué, il est important d'avoir cette indépendance énergétique. Si on ne veut pas avoir un choc en termes de consommation majeure, on doit avoir une économie moins chère et on doit habituer les gens à consommer moins d'énergie. Donc ici, payer moins cher, bonne solution. Aujourd'hui, oui, mais il faut clairement que, et ça, un transporteur seul ne peut pas le faire. Le secteur du transport seul, parce qu'on demande au transport, aller vers l'hydrogène. Et moi je dis, ok, j'ai pas de problème, aller vers l'hydrogène. On a déjà démontré qu'on avait cette sensibilité, cette capacité à pouvoir justement être les leaders du marché, et on peut avancer là-dedans. Mais à un prix à 5,50 € du litre, du kilo, de l'équivalent litre de diesel, je vais avancer, mais je ne vais pas avancer longtemps. Je vais vite être arrêté par une réalité qui s'appelle la réalité économique. Sachant qu'ici, oui, ce prix-là de l'électricité, c'est sur base d'électricité produite à partir de nucléaire, mais également à partir de gaz et de charbon. Que je ne suis pas non plus totalement vert. Ouais. Ça veut dire que si on veut payer moins cher notre énergie, et si on ne veut pas accepter le prix de l'énergie dans le secteur du transport, et je pense que ça va être le cas partout, mais c'est de dire, si je veux payer moins cher mon énergie, et si je veux avoir le truc le moins cher, aujourd'hui, ça veut dire que je dois faire mes investissements pour aller vers le diesel. Or, ce n'est pas ça que je veux. Alors, consommer moins, la réelle solution, oui, ça c'est toujours la même chose, naturellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer moins? Qu'est-ce qu'un transporteur peut faire pour consommer moins? Eh bien, naturellement, d'abord recourir au multimodal, toujours si OK du client. Parce que pour un client, un des critères de qualité qui est important pour lui, c'est le respect des délais. Parce qu'on essaie de travailler avec des stocks minimum. Deuxièmement, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est renouveler sa flotte de véhicules afin d'avoir les technologies les plus récentes. Il y a l'éco-conduite, la formation du chauffeur en tant que tel, et le suivi de cette formation du chauffeur. Avec les ordinateurs que l'on a dans les véhicules, on a la possibilité, à distance, de voir un certain nombre de mauvais comportements de la part du chauffeur, de les valoriser, et donc de reprendre ces chauffeurs en formation soit à distance, soit en réel. C'est-à-dire, quelles sont les informations qu'on peut prendre? Les accélérations brutales, le nombre de coups de frein que l'on peut avoir sur une période définie, le nombre de coups de frein appuyés, la consommation moyenne. La seule chose qu'aujourd'hui on peut faire, c'est rappeler de remettre une couche pour dire aux gens, attention, faites attention. C'est de dire aux gens, on va diminuer la vitesse moyenne, on va vous obliger à réduire la vitesse maximale de votre camion qui est à 90. Donc normalement on peut mettre sur un camion en interdisant la vitesse, en disant la vitesse maximale est à 85 ou est à 80. Si vous avez un chauffeur qui arrive à ces amplitudes, donc c'est-à-dire qui arrive à travailler l'entièreté de son temps, vous devez comparer ce gain de carburant avec la perte, d'une certaine manière, du nombre de kilomètres que le chauffeur... Parce qu'il a roulé plus lentement. Vous avez des éléments psychologiques, et là, c'est sur ces points-là, au niveau chauffeur, qu'il est souvent le plus compliqué à jouer. Quand on dit à un chauffeur que demain, il va passer d'un camion diesel à un camion LNG, pour lui, ça ne devrait rien changer. Et pourtant, psychologiquement, effectivement, il faut venir lui expliquer que le LNG, c'est pas plus dangereux que du diesel, que même, d'une certaine manière, avec toutes les technologies qu'on a mises en place, le LNG est moins dangereux. Le changement n'est pas obligatoirement quelque chose qui est très, très facile. Et donc, ici, pour un chauffeur, lui dire de rouler à 85 au lieu de 90, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, mais je vais me faire dépasser par tout le monde. Et le problème, c'est que comme le métier de chauffeur est en pénurie, si vous lui dites quelque chose qu'il n'apprécie pas, demain, il peut changer très facilement en disant, moi franchement, ça m'intéresse pas, donc je vais à côté. Donc c'est une logique qui doit être mise aussi au niveau du marché, mais c'est vrai qu'effectivement, sur base des données que les constructeurs nous donnent, ils nous disent, voilà, vous avez une réduction de 3 à 4% de la consommation si vous passez de 90 à 85 en vitesse maximum. Nous, on est toujours sceptique par rapport aux constructeurs, parce que si on écoutait tous les constructeurs et
tous les fournisseurs de carburant, tous les constructeurs, les pneus et ainsi de suite, on ne consommerait plus d'énergie et ce serait une très très bonne chose avec un prix comme celui-ci. Je vous dirais, bah, écoutez, on est plein de cash parce qu'au final, on récupère plein d'énergie. Il y a la pneumatique, pression adaptée, parce qu'un pneu avec un bar de pression trop peu, ça peut aller entre 5 et 6% de consommation en plus. Il vaut mieux rouler un petit peu surgonflé que sous-gonflé. La mécanique, carrosserie, géométrie, aérodynamisme, c'est un travail que l'on fait déjà, mais sur lequel on retravaille beaucoup plus pour l'instant. Je peux pas mettre en place aujourd'hui des mécanismes qu'on n'a pas mis en place au début, mais on peut simplement retaper sur les clous de choses qu'on a peut-être laissées. Mais là aussi, vous êtes tributaire du constructeur, finalement. C'est lui qui ça nous aide. Non, on fait la géométrie chez nous. Hein. C'est-à-dire vérifier si les roues sont dans le bon axe et ainsi de suite. Oui. Vous savez, au niveau d'un transporteur, vous avez la géométrie du tracteur, la géométrie de la remorque et la géométrie de l'ensemble. Et donc ici, vu qu'on dispose de nos propres garages avec notre propre station, on retravaille par rapport à cela de manière à pouvoir diminuer notre consommation. Alors, la mise en place de panneaux solaires sur les toits des camions, c'est pas pour réduire la consommation d'une certaine manière lorsqu'on roule, mais c'est pour permettre, quand les chauffeurs sont dans leur cabine et qu'ils évitent de faire tourner le moteur. Tout à fait, oui. Réduire les kilomètres à vide. On a un taux de kilomètres à vide qui est défini et on travaille en permanence pour réduire ce taux de kilomètres à vide. Le problème d'avoir des crises à répétition comme on les a maintenant, c'est assez aisé de réduire les kilomètres à vide au niveau de l'exploitation à partir du moment où vous connaissez un petit peu les différents flux et la manière dont les flux vont évoluer dans le temps. Donc un transporteur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va faire matcher des clients de tous bords pour pouvoir avoir en permanence le maximum d'allers et retours qui sont chargés. Et donc ici, quand on a quelque chose qui est assez connu, on arrive à pouvoir anticiper un certain nombre de choses. Et donc de pouvoir justement réduire ce nombre de kilomètres à vide. D'avoir des fluctuations comme il y a pour l'instant dans le marché, avec des zones de départ, des relancements d'activité, des arrêts d'activité, ça perturbe complètement le planning et donc ça rend cette réduction des kilomètres à vide très compliquée. Il se peut très bien qu'on ait des transports qui partent du même endroit, qui vont au même endroit, 3 sur la journée, alors que le premier transport n'est chargé qu'à un tiers, le deuxième transport à un quart et le troisième transport à un tiers. Voilà, aujourd'hui, la majorité des clients demandent pour avoir, et encore une fois, il n'y a pas de critique par rapport aux clients, mais demandent pour avoir des heures d'arrivée, des heures de présentation. Or, cette heure d'arrivée n'est pas obligatoirement respectée par eux non plus. Ou simplement, on a un bouchon. Pour vous donner le cas typique, le camion part, on a un bouchon, le chauffeur arrive à son amplitude, est obligé de faire sa pause, et puis après arrive en retard. Et puis après, quand il arrive en retard, on lui dit maintenant, vu que tu es en retard, le slot il est passé, donc il faut passer sur autre chose. Donc le fait d'avoir l'énergie chère va probablement aussi, au niveau de nos clients, faire réfléchir sur un certain nombre de choses et de se dire, peut-être faire attention. L'énergie à bas prix n'est pas, n'est pas obligatoirement une bonne solution. Alors effectivement, je parle du paquet mobilité. Et le paquet mobilité, au niveau du secteur du transport, c'est une nouvelle réglementation européenne. Le secteur du transport, il y a une réglementation qui est très compliquée, avec beaucoup de règles, que ce soit au niveau de l'exploitation, au niveau social, et il y a des interprétations différentes dans chacun des pays. Et généralement, l'Ouest a sa propre vision, les pays de l'Est ont une autre vision. Ici, au niveau du paquet mobilité, une des décisions qui a été prise au niveau européen pour le paquet mobilité, c'était d'obliger les camions à retourner dans leur pays d'origine, leur pays d'immatriculation, une fois toutes les 6 semaines. L'objectif pour les Européens était de dire, comme ça, au moins, ça contraint les camions de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, de Lettonie, de tous les pays de l'Est. Ça les oblige à retourner chez eux, donc un coût complémentaire, et c'est pour nous une bonne chose pour éviter la concurrence déloyale. Moi, je vois là-dedans 2 impacts qui vont arriver. Le premier impact, ici, vous allez avoir énormément de camions qui vont retourner dans leur pays d'origine, donc il va y avoir beaucoup de flux de l'ouest vers l'est et de l'est vers l'ouest. Ça veut dire que tous les transporteurs qui faisaient ce business-là vont se retrouver avec maintenant une nouvelle demande, une nouvelle offre, proposition en tout cas dans les transports, qui ne sera pas compensée par une nouvelle demande de clients. Donc leur prix va radicalement se réduire. Et deuxièmement, vu qu'il n'y a pas suffisamment de demande, puisque, c'était pas là, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de transports à vide, kilomètres à vide. Et ces transports à vide qui vont devoir être faits,
qu'est-ce qui va se passer? Ça va être répercuté sur le client. Et sachant, et là c'est un autre point, qui contrôle le fait que le camion va bien dans son pays d'origine, c'est le pays d'immatriculation qui doit le contrôler. Et les pays de l'Est ont déjà signalé qu'ils ne le feraient pas. Et que si on les obligeait à le faire, ils mettraient une amende ridicule. De la décision politiquement intéressante, parce qu'au niveau des pays de l'Ouest, on dit, on y a gagné, on a fait quelque chose pour pouvoir réduire le dumping, mais de l'autre côté, on ne donne pas les impacts que cela, et les impacts que cela, inévitablement, c'est toujours une augmentation des coûts de transport. D'accord. Consommer moins, c'est la solution, mais ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Quand vous voyez l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé, mais clairement, ça ne se met pas du jour au lendemain. Maintenant, on peut faire des piqûres de rappel pour pouvoir, un petit peu comme le booster au niveau du Covid, si on peut faire une piqûre de rappel de manière à ce que l'impact revienne, mais un transporteur qui n'a pas déjà mis ça en place dans le passé ne saura pas le mettre en place aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on consomme moins? Alors soyons clairs. Il y a réduire notre empreinte écologique, mais il y a réduire aussi notre prix de revient. Vous l'avez compris, vu qu'on a 25%, entre 20 et 25% de notre prix de revient qui est avec le carbone, avec le diesel, on diminue de 10% notre consommation, c'est 2,5%. Or, je vous l'ai dit au début, notre secteur est un secteur avec faible marge. 2,5%, c'est quelque chose qui peut faire véritablement la différence entre un transporteur et un autre transporteur. Quand vous regardez, parce que je reprends avec le LNG, la base d'un moteur LNG, c'est la base d'un moteur essence. Donc c'est pas la base d'un moteur diesel. Donc on perd d'une certaine manière tous les développements technologiques qui ont été faits dans les moteurs diesel pour pouvoir aller chercher, améliorer le rendement. Donc le rendement moteur d'un véhicule LNG est moindre aujourd'hui. Ce qui est logique parce que d'une certaine manière, il faut de l'investissement pour pouvoir améliorer le rendement du moteur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en ayant un moteur LNG qui n'est pas 100% efficace par rapport au moteur diesel, on arrive à produire moins de CO2. A priori, en investissant là-dedans, on va pouvoir optimiser les rendements moteurs sur les véhicules LNG. Et en les améliorant, en les optimisant, on peut espérer arriver au même niveau de rendement qu'un moteur diesel. Et donc, on a 20 à 25%, puisque normalement, vous avez un rapport 2 kg, 3 litres. Puisque c'est ça, avec 2 kg de LNG, vous avez 3 litres de diesel. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de réduire de 1/3 votre consommation. Et pour l'instant, on n'est qu'à 10%. Donc on a encore la possibilité d'aller chercher là-bas 20% de réduction de production de CO2. Le camion LNG est vraiment un concurrent du camion diesel parce qu'il a la même puissance, il a la même disponibilité pour l'ensemble des business, contrairement à un camion électrique où là, par exemple, clairement, vous êtes limité dans l'autonomie, c'est pas possible de faire autrement. Vous êtes limité dans l'autonomie, mais vous êtes également limité en termes de temps de chargement. Parce qu'il vous faut 8 heures pour charger votre camion, ce qui est pas possible. Et donc, c'est vrai que on en parlait avec un politicien qui disait, mais comment c'est possible que l'hydrogène puisse fonctionner pour les techs, les bus et ainsi de suite, et pas obligatoirement pour le secteur du transport, que c'est un business qui est complètement différent. Les techs retournent au dépôt, donc effectivement, ils ont leurs 8 heures. Et deuxièmement, le prix, d'abord, nous, on n'est pas soutenus par les régions comme les techs peuvent l'être, et le prix, eux font les prix un petit peu comme ils veulent. Donc si demain ils augmentent leur prix de 50%, ça va gueuler, mais in fine, étant donné que nous, on ne peut pas augmenter notre prix de 50%. Donc effectivement, notre organisation au sein du groupe fait qu'in fine, on a un nombre de remorques par rapport au nombre de tracteurs qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Pourquoi ? Parce que ça nous permet justement de lisser le nombre de kilomètres de nos tracteurs. Notre objectif est de vraiment faire rouler le plus possible les tracteurs et de ne pas les mettre à l'arrêt pendant des périodes, par exemple novembre, décembre, janvier, des périodes qui sont un petit peu plus basses au niveau de l'industrie. Eh bien, on utilise ces tracteurs-là pour d'autres business qui, eux, sont en plein boom à ce moment-là. Donc, on a besoin d'avoir des tracteurs qui sont les plus génériques possibles pour pouvoir switcher d'un type de business à un autre. Ça, c'est notre retour d'expérience sur le choix de la flotte de véhicules, pour dire qu'on peut migrer d'une technologie vers une autre. Il y a la puissance moteur du véhicule. En dessous de 400 chevaux, c'est très compliqué. Vous avez l'autonomie. Le fait d'être en dessous de 1400 km, ça commence à devenir très compliqué pour un business international. Pour du national, c'est possible, mais pour un business international, vous avez le TCO, le coût total de propriété du véhicule, donc le coût pendant les 4 ans. Or ici, le TCO, avec les évolutions des prix qu'on a vu avant, ce TCO est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins prévisible que ce qu'il n'était avant. Avant, il n'était pas prévisible, mais on pouvait s'imaginer qu'il était prévisible. Aujourd'hui, on sait qu'il ne l'est pas. Il y a l'impact écologique.
il y a les connaissances des moteurs par les constructeurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez quelques camions hydrogène qui arrivent, vous avez quelques camions électriques qui arrivent, mais très peu des marques connues sur le secteur européen. Vous avez du Hyundai, mais c'est pas des marques qui sont des marques connues et donc, un camion, pour qu'il roule, il faut quand même aussi qu'il soit entretenu et que si on est en panne en Italie, eh bien, on puisse le réparer en Italie. Voilà, qu'on ne doit pas envoyer une camionnette là-bas pour aller le réparer. Les garanties constructeurs, l'existence d'un marché de l'occasion, le réseau de stations-service, le prix de l'énergie, la disponibilité de cette énergie, le poids disponible pour le chargement, parce que ça c'est un des problèmes par exemple pour les électriques, le temps nécessaire pour faire le plein. Donc effectivement pour un camion diesel c'est 15 minutes, pour un camion LNG ça dépend si la station est déjà froide ou pas, mais on est dans les environs de 12 à 15 minutes également pour faire le plein, enfin même un petit peu en dessous. Mais pour un camion hydrogène ou un camion électrique, ce sera beaucoup plus. Et voilà, ce sont les différents points que l'on doit prendre en considération pour passer d'une technologie à une autre. D'accord. On n'est pas les seuls intervenants donc. Les solutions techniques, contrôle de la pression des pneus, oui, ça on en a parlé, géométrie, réduction de la vitesse, intégration du contrôle technique chez nous et le projet PIC, je ne sais pas si tu veux... Oui, tout simplement qui favorise les livraisons de nuit avec des véhicules silencieux. Et ça par exemple, effectivement, nous avons des clients où on travaille en permanence pour eux, mais le problème est qu'ils ne sont pas les seuls décideurs par rapport aux livraisons, et donc ils nous disent « Ah oui, mais nous on veut avoir la majorité des livraisons le matin, entre telle heure et telle heure. » Donc ça veut dire qu'on doit dimensionner notre flotte pour leurs prestations sur base du pic, donc sur base du pic et pas sur base d'une moyenne. Et donc peut-être effectivement que ces augmentations de prix vont faire bouger un certain nombre de lignes au niveau de nos clients, ce qui, ma foi, n'est pas un problème parce que le secteur du transport est un secteur en pénurie, rappelons-le. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire l'ensemble du travail qui est proposé sur le marché. Trouver des solutions pour réduire cela est une bonne chose. Pour l'instant, en Belgique, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui accepte ces variations d'horaire. Mais c'est quand même le principe. À la base, un métier de transporteur, c'est vous ne commencez pas tous les jours à 8h du matin et vous ne rentrez pas tous les jours à 17h. Alors certains diront que c'est pas un métier agréable. Voilà, certains trouveront mon métier de rester en permanence devant un ordinateur et de prendre un petit peu de volume parce que j'ai pas le temps de faire du sport, trouveront que c'est pas un métier agréable. D'autres vont dire, écoutez, moi le fait de faire du transport, d'être en permanence quand il fait beau, d'être quand même à l'extérieur et de me déplacer, de rencontrer en permanence, parce que voilà, ils rencontrent en permanence des nouvelles personnes, d'autres le trouveront bien. Et ça, c'est vrai qu'on a perdu énormément de chauffeurs sur base d'un certain nombre de décisions où on disait il faut réduire le nombre d'heures de conduite. Et avant, vous aviez énormément de chauffeurs qui ils voulaient faire de la route et on leur a donc interdit de faire de la route. Et donc ces chauffeurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont arrêté, ils ont travaillé, ils ont fait des pauses et ils se sont mis une petite activité complémentaire sur le côté parce qu'on leur interdisait de faire des heures. On a perdu énormément de bons chauffeurs suite à cette décision. Maintenant, il est vrai, vous pouviez avoir un risque tant que vous n'aviez pas ces limites-là, vous pouviez avoir un risque d'exploitation et de dire à la personne, vous devez donc. C'est pour ça que les règles sont toujours compliquées. Il y a toujours un aspect positif, un aspect négatif. Et voilà. Enfin bon, la formation ici, donc l'éco-conduite. Et c'est vrai que tout ce qui est maintenant informatique embarquée nous permet de monitorer beaucoup mieux cela. C'est quelque chose qui a un impact vraiment important sur la réduction des coûts. Et les applications IT, même dans le secteur du transport, parce que la majorité des gens voient un camion et se disent ok, c'est un camion, c'est une remorque, ne se rendent pas compte de toute la technologie que l'on peut amener, qui est embarquée et qui nous permet de rapatrier, de collecter ces informations, pas simplement pour pouvoir dire que le camion est à 5 minutes du lieu de destination, mais également pour pouvoir voir exactement qu'est-ce qui se passe avec le camion. Aujourd'hui, l'informatique embarquée nous permet d'anticiper des entretiens, de postposer des entretiens, de pouvoir faire face à certains problèmes et de dire au chauffeur, attention, ici, repasse vite au niveau du garage parce que tu as un problème à tel endroit. Et de même si cette informatique embarquée n'est pas sur la remorque de manière permanente, de pouvoir, à partir du camion, voir un certain nombre de problèmes qui sont dans la remorque derrière. Donc ça, c'est plus pour la partie logistique. Naturellement, on a installé des panneaux solaires, on a installé des détecteurs de présence, des puits de lumière, enfin bref, toute une série de choses. Et là, on est en train de regarder mais bon, c'est un projet qui va prendre probablement un petit peu de temps, le fait de pouvoir mettre comment ça s'appelle, c'est pas des carports, mais pour mettre au-dessus de nos remorques sur le parking. En se disant, la première étape, c'est d'abord d'installer du photovoltaïque. Deuxième étape, c'est d'installer peut-être des batteries pour pouvoir arriver à stocker ce photovoltaïque. Et donc,
d'alimenter nous-mêmes, mais également d'alimenter le réseau. Et troisième part, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas installer avec cela peut-être une capacité de production d'hydrogène aussi. Donc globalement, vos consommations électriques au niveau des entrepôts, c'est relativement faible. C'est relativement faible. Oui. Donc, maintenant, on a les voitures, et les voitures de société vont devoir devenir électriques, donc on va pouvoir aussi alimenter par rapport à cela. Mais comme je vous le disais, M. Jost est actif également dans le secteur du bois, et on a une cogénération, il produit actuellement 18 mégawatts net par heure. Et on est en train de construire une deuxième unité de cogénération pour en produire 5 complémentaires. Et il y a une partie qui est remise sur le réseau, donc il y a une partie qui est utilisée par le reste de l'installation, donc la scierie, la pelletisation, et ainsi de suite. Et il y a une partie qui est remise sur le réseau. Vu que c'est une production qui est stable, c'est quelque chose qui permettrait très facilement de pouvoir justement produire de l'hydrogène. Et donc c'est pour cela que effectivement on a commencé à avancer fin d'année passée, et on est en train de regarder par rapport à cette possibilité-là, de pouvoir mettre les trucs ports, parce que c'est chaque fois la même chose, c'est de dire les panneaux solaires, il faut avoir la capacité de stocker. On doit jouer, entre guillemets, de par le volume que l'on a, ce rôle de tampon, de manière à pouvoir redistribuer sur le réseau. On en aura besoin, même sur le réseau, je dis, parce que là, on entre dans des périodes relativement mouvantes, je veux dire. Mais moi, la problématique du réseau, pour laquelle je n'ai pas encore eu de réponse, est-ce que le réseau en tant que tel, physique, est capable d'absorber l'ensemble de ces inputs et de ces outputs. Et quand j'entends donc il y avait Reza qui disait, ils n'ont pas, eux, pour l'instant, calculé cela, le réseau sur base de cela. C'est pour ça que l'électrique, je me dis, oui, c'est quelque chose qui peut arriver et qui peut être une solution, et on ne peut pas dire qu'on va remplacer le diesel par une technologie. On va remplacer le diesel par plusieurs technologies, et chacune doit être plus performante d'une certaine manière dans son domaine que le diesel. Voilà, donc le transport multimodal, on travaille fortement dessus, que ce soit au niveau du Trilogiport ici, vous le voyez, je pense qu'on a permis de faire un gros boom au niveau du Trilogiport. Il n'y avait pas beaucoup de conteneurs qui arrivaient, le train était quand même quelque chose d'assez marginal. On a développé le secteur container au niveau du Trilogiport pour soulager le port d'Anvers. C'est une bonne chose, et je pense que ça va permettre au Trilogiport de se développer sur d'autres terrains qui sont derrière, parce que le Trilogiport ne doit être vu aujourd'hui que comme la première étape pour pouvoir probablement faire d'autres réhabilitations de terrain, et ça permet de réduire quand même significativement le nombre de camions sur les routes, ce qui n'est pas obligatoirement une mauvaise chose, même en tant que transporteur routier. Mais voilà, c'est pas compliqué. La réduction de carburant, de consommation de carburant, a un impact positif au niveau de la finance, a un impact positif au niveau de la production de CO2, et a un impact positif en termes d'image ou en termes de commercialisation. Pour un transporteur, la réduction de ces émissions est un élément positif. La seule chose, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de valeur réellement de ce CO2 que l'on permet d'économiser. L'être humain considère grosso modo que c'est pas grave, la Terre est une grande poubelle géante, et que donc on peut y mettre ce que l'on veut. Sauf que quand on jette quelque chose, non seulement on jette un déchet, mais on salit ce que l'on a à côté. Encore une fois, le LNG est une solution intermédiaire qui permet d'améliorer significativement certains aspects, mais n'est probablement pas la solution définitive, la solution à tous nos problèmes. En termes de bio-LNG, ça arrive. Donc il y a des projets qui sont en cours, mais ça prend du temps. Donc Shell, par exemple, avec lequel on travaille au niveau qui sont les plus actifs au niveau du LNG, en termes de développement, donc que ce soit de stations et que ce soit également de nouveaux développements. Ils espèrent pour avoir en 2025 une production de 108 kilotonnes de LNG. Un camion LNG, c'est 30 kilos, partie du principe 30 kilos au 100 km, 10 000 km par mois. Donc ça veut dire plus ou moins 3000 kilos, enfin 12 mois, donc ça fait 36 tonnes par camion par an. Nous, on a 300 camions, donc ça veut dire 36 tonnes fois 300, on est plus ou moins, admettons, à 10 000 tonnes, 10 kilotonnes, admettons. Et Shell va en produire 108 kilotonnes en 2025. Oui, d'accord. Et le bio-LNG, c'est quoi ? Je pense que c'est en utilisant une sorte de biomasse particulière, donc ils utilisent des déchets qui font un petit peu comme la biométhanisation, mais ils l'utilisent pour pouvoir faire du bio-LNG. Donc maintenant on en arrive à la conclusion par rapport à cela. Je vous ai montré que d'une certaine manière, négocier les prix
on n'a qu'une très faible marge de manœuvre sur la négociation des prix, puisque là, on est limité à une technologie et on ne peut pas switcher d'une technologie à l'autre. Et donc sur le diesel, on connaît la marge de négociation et on était déjà à des bons éléments. Donc il y a très peu de marge de négociation sur la négociation du prix. Sur l'évolution de la consommation, il y a des marges de manœuvre, mais très peu de marge de manœuvre. Donc la seule chose que l'on peut faire, inévitablement, c'est répercuter. Il n'y a pas d'autre solution. Et il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir faire cette répercussion. C'est la surcharge gasoil. Donc c'est un mécanisme qui est assez traditionnel dans le secteur du transport, mais elle se décline de multiples manières. Donc, vous avez un indice qui est communément accepté en Belgique, qui est l'ITLB, qui ne reprend pas simplement l'évolution du coût du gasoil, mais qui reprend l'évolution de l'ensemble des coûts. Et ils publient leur indice tous les mois en disant voilà le nouvel indice pour ce mois-ci. Et donc ça veut dire que vous avez un effet retard d'un mois chaque fois entre l'évolution et la répercussion. Vous avez des surcharges gasoil, mais comme je vous l'ai montré également, c'est des autres mécanismes de surcharge. Donc chacun des clients viennent avec leur propre mécanisme, les transporteurs viennent aussi avec leur propre méthodologie. Généralement, il est basé sur le prix officiel, moins TVA. Mais l'ITLB, c'est la même chose. Aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes face à un gros problème de décorrélation justement entre ce calcul de la surcharge gasoil et l'impact réel pour le transporteur. Puisque, si on se souvient avant, vous aviez 26% d'augmentation sur base du diesel. Or, vous avez un réel impact de minimum 49% pour le transporteur. Donc, le transporteur doit venir avec en plus autre chose que ce mécanisme de surcharge gasoil. On parlait hier avec Monsieur Reul pour lui expliquer un petit peu qu'effectivement, le problème de cette réduction d'accise, ça veut dire que le transporteur va devoir encore aller une fois complémentaire vers son client pour lui expliquer que aujourd'hui, la surcharge gasoil n'est pas suffisante pour pouvoir répercuter l'ensemble des coûts, de l'évolution des coûts. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis en place une surcharge de crise. C'est de dire, écoutez, donc ce mécanisme-là est un mécanisme qui fonctionne bien dans un cadre normal, mais ici, on n'est pas dans un cadre, dans un régime d'affaires normal, et donc on doit fonctionner avec un mécanisme particulier que l'on pourra retirer quand on sera revenu dans un moment plus calme, mais aujourd'hui, il est comme celui-là. Je parle quand même des autres risques qui sont liés pour le transporteur. Le fait d'avoir une augmentation du prix du carburant va avoir un risque de trésorerie important pour un certain nombre de transporteurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de transporteurs qui travaillent pour nous, qui nous demandent d'être payés plus tôt, parce qu'ils ne savent plus payer leur carburant. Oui. Moi, j'ai déjà demandé au niveau des banques, est-ce que, comme ils l'ont fait pour le Covid, mettre en place des mécanismes de soutien pour les entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie. Il n'y a pas que le transport, je veux dire, il y a des sociétés qui produisent du verre, ça ne doit pas être facile pour l'instant. Des sociétés qui scient le carrelage, ça doit... Enfin bref, vous avez énormément d'entreprises qui sont touchées par cela. Pour l'instant, ils n'ont pas encore répondu par la positive par rapport à ça, parce que moi, effectivement, ça me fait un petit peu peur. Et si ça me fait peur, inévitablement, ça va faire peur aux assurances crédit. Et si ça fait peur aux assurances crédit, vous avez un risque que les assurances crédit coupent les lignes. Donc, c'est un risque d'effet boule de neige que l'on doit absolument éviter. Et sachant que, quand on voit le nombre de faillites dans le secteur du transport en 2021, il a explosé. Vous aviez quand même plus ou moins 9% des entreprises qui signalaient déjà avoir un problème de trésorerie. Donc, si elles signalaient avoir un problème de trésorerie à l'époque, aujourd'hui, ça doit être encore plus compliqué. Il y a le risque de rentabilité. Donc, effectivement, est-ce qu'on va pouvoir répercuter correctement l'évolution de nos coûts sur nos clients ? Le risque d'inflation globale. Donc, parce que pour l'instant, naturellement, je vous l'ai dit, notre premier coût, c'est les salaires. Le deuxième coût, c'est le carburant. Le carburant a un impact inévitable sur les salaires. Ça veut dire qu'on va avoir la deuxième lame qui va arriver. Maintenant, l'Europe et les États-Unis ont décidé, pour limiter l'inflation, d'augmenter leur taux. Pour moi, c'est la troisième lame. Risque crédit avec une augmentation des faillites. Et le risque de pénurie. Et ce risque de pénurie, on le sent déjà, nous, à notre niveau. L'AdBlue, pour vous donner une idée, l'AdBlue, donc qu'on est obligé, un camion ne peut pas rouler sans AdBlue. On parlait déjà de pénurie en novembre, décembre, il y avait déjà des informations qui parlaient de pénurie. Aujourd'hui, le prix de l'AdBlue est passé de l'ordre, pour un transporteur que nous, de l'ordre de 330-340 euros les 1000 litres. Et maintenant, on est à plus de 800 euros les 1000 litres. Les deux plus grands fournisseurs d'AdBlue pour eux, c'est la Russie et l'Ukraine. Et deuxièmement, pour produire de l'AdBlue, vous avez besoin d'énormément d'énergie. Enfin, parce qu'on parle du prix de l'énergie, mais il y a tous les autres aspects qui viennent derrière ce prix de l'énergie. Alors il y a les pneus. Je dirais les stocks sont vides un peu partout. Une molécule très importante dans la fabrication du pneu, qui est un carbone spécifique, je ne saurais plus vous dire, mais qui est utilisée pour pouvoir faire
le mélange, 80% vient de Russie. Qu'est-ce qu'on va faire avec les pneus? Est-ce qu'on va faire plutôt les pneus industriels? Est-ce qu'on va faire les pneus type transport? Est-ce qu'on va faire les pneus des particuliers? Sachant qu'on part aujourd'hui avec un stock de pneus quasiment vide. Or, sans pneus, le transport, c'est moins facile. Il y a les puces électroniques, il y a le nouveau matériel, donc il y a toute une série de pénuries, effectivement. Il n'y a pas que le risque lié aux énergies pour le secteur du transport, il y a toute une série d'autres risques qui viennent à côté. Alors oui, bon, ça, il y a les petits risques complémentaires, risque accru de vol de carburant, certains vont être tentés de rouler au diesel rouge. Alors pour moi, ça c'est un risque, et c'est celui-là en tant que responsable financier d'un groupe qui est le plus important. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le prix du diesel en Tunisie, il est à 60 cents. Le prix du diesel en Russie, il est à 40 cents. Le prix du diesel en Chine, il est à 1 euro. Et ce que l'on a pour l'instant, c'est que nos industries qui sont fortement consommatrices d'énergie et qui sont dans un marché globalisé, donc d'une certaine manière, nous en tant que transporteurs, vous avez des transporteurs tunisiens qui traversent la Méditerranée et qui viennent rouler un petit peu. Enfin, ils n'arriveront jamais à faire l'ensemble du transport sur le marché local. On est assez bien protégé. Une industrie de la construction, quand je veux dire sur base de la concurrence internationale, ils vont subir les impacts, mais tous leurs concurrents vont subir le même impact au niveau de l'évolution. Et donc, ils vont devoir le répercuter. Alors, il va y avoir une diminution de la demande, ok, mais ils vont devoir le répercuter. Je prends un exemple d'une société qui produit du verre, ou de la fibre de verre, qui est un marché international, globalisé. Eh bien, eux, ils se prennent à plein l'augmentation du prix de l'énergie. Ils ne savent pas obligatoirement le répercuter sur leurs clients. Il y a la même chose pour la céramique, il y a un risque d'arrêt de ces industries ici, et qu'elles soient reprises ailleurs. Or, on demande justement pour rapatrier ceci. Mais donc ici, ce risque de perte de compétitivité, en tant que transporteur, si ce n'est pas produit ici, alors oui, il y aura moins de transport, mais ce sera produit à l'étranger, et ça viendra par bateau, et il faudra de toute façon le livrer et le distribuer ici. Alors, risque de réduction dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les investissements pour se passer du diesel, il y a un manque de visibilité à long terme. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir dans de l'électrique, dans du LNG, dans de l'hydrogène, dans tout autre process, s'il regarde ce qu'il a, sans avoir les perspectives, sans avoir de garantie de la part des États pour dire voilà, simplement pas simplement une déclaration d'intention en disant on veut qu'en 2050 il n'y ait plus ceci, c'est la même chose qu'avec les centrales nucléaires, on veut qu'en 2025 elles soient arrêtées, et puis dans deux soirées on passe à 2035, et en 2035 on se dira peut-être qu'on ira jusqu'à 2045. Donc il faut une perspective à moyen et long terme pour permettre aux gens qui veulent s'impliquer là-dedans de pouvoir savoir dans quoi ils mettent les pieds. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, les conclusions. Pas de solution miracle pour réduire l'augmentation du prix de l'énergie. Démarche bien ancrée dans le secteur du transport et plus particulièrement chez nous. Ça, c'est un petit peu la pub. Donc voilà, vous ne m'en voudrez pas par rapport à ça. Mais c'est la vérité aussi. Mécanisme existant pour répercussion des augmentations devenues obsolètes, la surcharge gasoil. Donc, je reprends les conclusions. Nécessité de répercuter cette évolution par d'autres moyens. Donc, in fine, le client payera. Risque de retour en arrière concernant le transport vert, beaucoup de déclarations d'intention pour le transport, mais peu d'incitants financiers. Beaucoup de barrières freinant les développements de nouvelles énergies, c'est ce que je vous ai dit avec les permis, le fait que l'obtention d'un permis, de réglementation, les gens ne sont pas encore habitués. Et tout le monde, c'est le NIMBY, c'est ça, c'est le principe du NIMBY, c'est not in my backyard, c'est ça. Donc tout le monde veut bien faire du verre, mais personne ne le veut chez soi. Nos industries vont fortement souffrir, le pouvoir d'achat des Européens va fortement être impacté, et risque de délocalisation de la production, alors que les dernières crises ont démontré la nécessité de maîtriser certains postes clés. Voilà, j'ai fait une présentation la plus globale possible. Absolument. C'est pour ça que c'était compliqué de le faire au téléphone. Mais ça permet de contextualiser un petit peu, et effectivement, en conclusion, c'est de dire le secteur du transport ne peut pas faire de miracle et doit répercuter. Mais je ne voulais pas vous dire simplement, parce que ça aurait pu paraître un petit peu cynique de la part d'un transporteur de dire, non, pour nous, on ne sait rien faire d'autre que de répercuter, et donc de se dire, d'une certaine manière, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout, on essaie de faire le maximum, mais on ne sait pas faire autrement.